Depuis leur indépendance politique, les pays du continent africain sont en quête de modèles de développement de leur société et ont appliqué différentes stratégies alliant de l'import-substitution jusqu'à l'ajustement structurel. En passant par les industries industrialisantes, les pays africains n'ont pas encore réussi à assurer leur développement économique. Toutes les stratégies de développement adoptées n'ont fait que perpétuer les dysfonctionnements économiques, sociaux et institutionnels. Les taux d'épargne et d'investissement restent insuffisants pour assurer une croissance économique soutenue. Le commerce extérieur est peu diversifié, quasiment dominé par l'exportation des produits de base dont les termes de change ne cessent de fluctuer. Il s'agit là d'un extrait d'un livre « Repenser les économies africaines pour le développement » de deux chercheurs, Jean-Christophe Bongou Bazika et Abdelali Benzakir Nassiri, une aubaine. À l'heure où l'Afrique est secouée par les effets de la crise en Ukraine, les pays tentent alors de trouver d'autres alternatives. C'était d'ailleurs l'objectif de l'Africa CEO Forum qui s'est tenu cette semaine à Abidjan en Côte d'Ivoire. Seulement, plusieurs questions se posent, notamment: est-on sur la voie pour relancer enfin la croissance africaine? La crise en Ukraine est-elle une excuse pour piller davantage les richesses de l'Afrique? Cet après-midi, nous décryptons l'économie africaine dans cette édition de votre programme hebdomadaire, Le Grand 7 sur Dash TV News. Bienvenue à toutes et à tous. Votre fidélité au Grand 7 nous honore comme tous les après-midi. Nous recevons un invité avec qui nous décryptons l'actualité de la semaine. Pour le compte de cette autre édition, nous sommes en compagnie de Edmond Kuaté. Vous le connaissez sans doute, il est très célèbre sur les plateaux de télévision. Il nous fait le plaisir d'être sur le plateau du Grand 7. Edmond Kuaté est économiste. Il est avec nous. Bienvenue Edmond Kuaté. Bonjour Marie-Yvonne et bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter aujourd'hui. Vous allez bien? Je crois que je vais bien. Je suis debout. Je dis merci à Dieu. Merci en tout cas pour le plaisir que vous nous faites d'être sur le plateau du Grand 7. Alors avec vous, nous allons décrypter l'actualité de la semaine. Nous n'aurons pas le round-up de la semaine avec Audrey Melingui et nous allons entrer de plein pied dans nos sujets ce matin. Alors je l'annonçais, le 24 février 2022, sous ordre du président Vladimir Poutine, les soldats russes enclenchent une campagne militaire en Ukraine, un conflit militaire aux répercussions socio-économiques qui affecte le monde et surexpose la vulnérabilité de l'Afrique. Le continent, qui peine déjà à se remettre des affres de la pandémie de Covid-19, doit donc désormais faire face à une flambée des prix et à une crise alimentaire. Nous analysons l'impact de la crise en Ukraine, en Afrique, dans ce reportage que signe Adrienne Obodem. Nous vivons une pénurie de céréales et d'engrais sur le continent africain. Dixit Macky Sall, au cours d'une interview accordée à nos confrères de France 24. Le président de l'Union africaine, qui a récemment bouclé des entrevues avec Vladimir Poutine de la Russie et Volodymyr Zelensky de l'Ukraine, ne cesse d'alerter la communauté internationale sur le mal que ce conflit militaire fait à l'Afrique. Des économies africaines déjà sérieusement fragilisées par plus de 2 années de crise sanitaire. Partout sur le continent, il est question d'inflation, de crise alimentaire. Aucun secteur n'est épargné. La production agricole du continent, déjà insuffisante, va connaître une nette régression. La faute à la flambée des prix des engrais. Plus de 90% pour les engrais phosphoriques, plus de 70% pour l'urée. Une explosion des prix qui aurait pu être jugulée si le continent fabriquait ses propres engrais. Une mauvaise passe pour les agriculteurs qui ne donnent pas cher des prochaines campagnes agricoles. Une dure réalité qui risque d'accélérer l'insécurité alimentaire déjà cinglante en Somalie et plusieurs autres pays de la Corne de l'Afrique en proie à la famine
selon la FAO, depuis 2019. Selon les Nations Unies, 45 pays africains importent au moins un tiers de leur blé de la Russie ou de l'Ukraine, une dépendance qui expose ces pays aux pénuries de denrées de base, à l'instar de la farine, du riz, semoule et sucre. Côté énergie, rien de bien reluisant. Le Kenya, Ghana, Nigeria sont confrontés aux pénuries de carburant. Le Nigeria, pourtant premier producteur de pétrole sur le continent, dépend pratiquement à 100% du carburant russe, aujourd'hui sous embargo. Une crise énergétique qui a pour effet immédiat décupler le coût de vie dans les principales métropoles africaines. L'inflation est réelle. Le risque majeur pour certains de ces pays, c'est de sombrer dans des crises sociales. La campagne militaire de la Russie en Ukraine, qui dure depuis bientôt un semestre, peint une Afrique vulnérable qui doit sortir de sa dépendance aux importations, diversifier ses économies si elle veut exister. Merci beaucoup à Adrienne Nobodem pour ce reportage qui nous montre quelque peu les effets négatifs de la crise en Ukraine, en Afrique. Et Adrienne Nobodem nous suggère au continent africain, aux pays africains, de revoir leur système économique s'ils veulent exister malgré cette crise en Ukraine. Edmond Kuaté, vous partagez cet avis? Oui, je partage entièrement cet avis. Vous savez, depuis 1900, je vais dire la fin de la Deuxième Guerre, 1945, le monde vit un peu sur un système internationaliste qui s'appelle le multilatéralisme. Et le multilatéralisme consacre ce qu'on appelle le couplage économique. Le couplage économique, c'est l'interdépendance entre les économies. C'est-à-dire, cela suppose que vous ne pouvez pas construire une économie en autarcie. Vous devez forcément prendre quelque chose chez l'autre et vous devez donner quelque chose à l'autre. Mais il me semble qu'en Afrique, nous n'avons pas bien maîtrisé la notion, n'est-ce pas, de couplage économique. Nous croyons encore en Afrique. Et ça, c'est beaucoup plus la faiblesse des pays de l'Afrique francophone. Parce que j'aime toujours dire qu'il faut opérer un distinguo entre... Parce qu'on aime toujours dire l'Afrique comme une entité, comme un bloc compact. Pourtant, nous ne sommes pas dans le même vase. Non, on n'est pas dans le même vase. Il faut savoir que vous avez des structures macroéconomiques très bien organisées en Afrique. Vous ne pouvez pas dire que le Cameroun a le même problème, par exemple, que l'Éthiopie ou que le Kenya. Le Kenya a d'autres réalités, d'autres contingences. L'Éthiopie a d'autres réalités, d'autres contingences. Mais c'est des pays qui ont quand même réussi à bien structurer leur économie. Si vous prenez par exemple même les pays de l'Afrique du Nord, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Si vous prenez les pays de l'Afrique du Sud, par exemple, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Si vous prenez les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes que nous, suivant qu'ils soient, n'est-ce pas, anglophones ou francophones. Et donc, j'ai dit, ce sont beaucoup plus les pays de l'Afrique francophone qui connaissent ce problème, n'est-ce pas, de déstructuration ou alors de faible structuration de leur macroéconomie. Alors, donc, je disais, nous n'avons pas compris que dans un système, n'est-ce pas, de couplage économique, il appartient d'abord à chaque entité économique de bien se structurer avant d'aller à la rencontre des autres. Il faut d'abord se solidifier avant d'aller à la rencontre des autres. Parce que, vous voyez, c'est une question d'échange. Et chacun dans ce système d'échange veut prendre le maximum chez l'autre. Donc, si vous n'êtes pas très bien structuré, on va vous asphyxier, on va prendre tout ce que vous avez. Et il ne vous restera plus rien. Il ne vous restera plus rien. Et si également dans ces systèmes-là, vous, je vais dire, vous venez comme un nain, c'est-à-dire vous venez dans un système de forte dépendance de l'autre, vous serez tellement vulnérable s'il y a un moindre petit choc chez l'autre. À chaque fois qu'il y a des petites secousses, vous allez très vite ressentir et à très grande amplitude l'onde de choc. C'est pour ça qu'il est important de bien se solidifier
avant d'aller à la rencontre des autres. Puisque aller à la rencontre des autres, c'est inévitable dans le système que j'ai décrit, c'est-à-dire dans un système de multilatéralisme et de couplage économique. Vous devez forcément aller à la rencontre. Mais vous allez comment? Il ne faut pas aller dans un système de vulnérabilité très, très accentué. Et c'est le cas, n'est-ce pas, des pays africains. Et je précise encore, de beaucoup plus les pays de l'Afrique francophone. Alors, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps, le manque de structuration de notre macroéconomie fait que nous sommes permanemment dans la recherche de boucs émissaires, dans la recherche des excuses. C'est ce que j'appelle souvent la bouc émissérisation, c'est-à-dire la recherche permanente de boucs émissaires. Vous voyez que nous ne sommes pas sortis de la conjoncture de Covid, de coronavirus. Nous avons vu nos économies complètement laminées. Nous sommes rentrés, n'est-ce pas, dans la guerre en Ukraine qui se déroule très loin, mais dont nous ressentons très, très rapidement et très, très durement les effets. En quelques mois, pratiquement. C'est-à-dire la guerre, et ce qui fait la difficulté de cette autre conjoncture, tout comme la conjoncture de Covid-19, c'est que personne ne peut dire avec exactitude quand est-ce que cette conjoncture va s'arrêter. Et donc, lorsqu'une conjoncture arrive, et que ça trouve que vous avez une très faible structure macroéconomique, évidemment, vous êtes très vite ébranlé. Et donc, on ne peut pas... On a commencé à ressentir les effets de cette crise. On n'avait même pas encore fait, n'est-ce pas, 60 jours de crise en Ukraine. Et nous avons très vite ressenti. Parce que la guerre a créé quoi? Un léger dysfonctionnement de la chaîne logistique. C'est-à-dire on ne peut plus importer le blé. Et puis, il y a une crise énergétique. Et quand il y a une crise énergétique, ce sont les grands ateliers mondiaux de production qui en pâtissent. Parce que, comme l'économie étant l'énergie transformée, dès qu'il y a un problème au niveau de l'énergie, ça fait flamber les prix, c'est le principal intrant de production. Et donc, les grands ateliers dans le monde connaissent, n'est-ce pas, des perturbations. Et nous, qui forcément n'avons pas mis en place des chaînes de valeur de production, nous attendons, nous dépendons, n'est-ce pas, des productions des autres, nous dépendons de ces ateliers-là. Et donc, dès qu'il y a un léger dysfonctionnement, nous ressentons ça très vite. C'est-à-dire, nous sommes un peu comme des gens qui, bien qu'ayant les moyens d'avoir une cuisine chez eux, avec tous les ustensiles, nous levons tous les matins pour aller nous ravitailler dans un restaurant. Nous prenons le prêt-à-manger. C'est-à-dire que nous refusons de faire la cuisine. Pourtant, nous avons ce qu'il faut pour faire la cuisine. Nous vendons tout ce que nous avons. Nous vendons, par exemple, je vais dire, notre couscous. Et nous vendons notre maïs et nous allons acheter du couscous. Nous vendons nos arachides, nous allons acheter la sauce d'arachide. C'est exactement ce que nous faisons en Afrique. Et donc, chaque matin, on se lève, on va dans un restaurant, on prend du couscous, on prend de la sauce, C'est très facile pour nous comme ça. Pourtant, si nous avions fait la cuisine chez nous et en nous disant, bon, on peut de temps en temps aller prendre dans un autre restaurant juste pour compléter, équilibrer, ça va. Mais le problème, c'est que chez nous, nous ne voulons même pas avoir de cuisine. Nous ne voulons rien. Et donc, nous dépendons, n'est-ce pas, des chaînes des restaurants des autres. Ce qui fait que dès qu'il y a moindre secousses, le même jour, nous allons dormir affamés. Nous n'allons même pas dire que nous allons manger, non, ce que nous avons nous-mêmes préparé avant d'attendre si les lendemains meilleurs vont se pointer et que nous continuons d'aller nous ravitailler dans les restaurants. C'est ce qui fait problème chez nous. C'est pour ça que dès qu'il y a une légère conjoncture dans n'importe quel coin du monde, et puisque les économies s'interpénètrent, c'est-à-dire ça aurait pu être en Ukraine, ça aurait pu être... Aujourd'hui, nous disons que c'est parce que c'est en Chine et que, bon, la Chine, c'est parce que c'est en Russie et en Ukraine, et parce que la Russie et l'Ukraine, c'est vrai, c'est 33% du blé mondial, avec, je crois, 23% en Russie et 12%, je crois, ça fait 35% du blé mondial d'exportation, des volumes d'exportation. C'est vrai, c'est un peu ça le problème. Mais ça aurait pu être n'importe où. Vous avez très bien compris que Covid-19, ce n'était pas la guerre. Mais il y a eu un problème de surengorgement dans les ports, c'est-à-dire que les grands armateurs n'ont pas pu affréter les bateaux pour, n'est-ce pas, acheminer les biens. Nous avons ressenti également les effets. Mais tout simplement parce que chez nous, comme je le dis, nous n'avons pas pensé
à mettre en place des chaînes de valeur de production et de transformation de ce que nous avons. Du coup, notre économie tourne autour d'une chose, n'est-ce pas, l'exportation des matières premières. Ça, ce n'est pas une économie. D'accord. Donc, vous nous dites aujourd'hui que la crise en Ukraine est juste une excuse. C'est une excuse. En fait, la crise en Ukraine vient soulever le tapis et sortir la poussière que nous avons accumulée pendant longtemps. C'est tout ce que nous... C'est ça le problème. Sinon, ce n'est pas comme si avant la crise en Ukraine, nous avions une embellie économique terrible. Non, nous n'avions pas une embellie économique. Nous étions toujours... Je rappelle que pour le cas, par exemple, des pays de la zone CEMAC, je rappelle qu'en 2016, lorsque il y a un sommet extraordinaire des chefs d'État à Yaoundé, en présence de Christine Lagarde et du ministre français des Finances, M. Michel Sapin, lorsqu'ils se réunissent à Yaoundé en 2016, il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il n'y avait pas de Covid-19. Et pourtant, c'est à partir de là qu'on nous met sous ajustement budgétaire, justement parce que le constat était déjà fait que notre taux de couverture extérieure, n'est-ce pas, de notre monnaie CFA, qui est l'un des problèmes que nous avons dans notre économie, mais passons, c'est un autre pan de l'histoire. Mais le constat était déjà fait que techniquement, on devait aller à la dévaluation de notre franc parce que le taux de couverture extérieure était trop faible. On était en deçà de 55% parce que normalement, dans la coopération, je vais dire dans la structuration monétaire qui nous lie à la France, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, d'avoir dans le compte des opérations l'équivalent de 3 mois des importations. Maintenant, du fait de cette crise-là, prenons-la, même si c'est une excuse, du fait de cette crise-là, des gouvernements africains ont pris certaines dispositions. Au Cameroun, on a assisté à la fermeture, l'interdiction, ou on va dire la fermeture des exportations, ce qui voudrait dire que les produits ne sortent plus et alimentent la demande locale. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie? Mais malgré tout, les ménages camerounais ne cessent de pleurer la vie chère. Est-ce que vous sentez que c'est une stratégie qui marche, qui porte des fruits? Ça peut être une stratégie, je vais dire, rendue où nous sommes avec une poussée inflationniste très, très accentuée. Ça peut être une stratégie, mais elle ne suffit pas. Elle ne va pas suffire. C'est-à-dire que vous n'allez pas percevoir les effets, n'est-ce pas, de cette, je vais dire, de cette mesure très, très rapidement. Pourquoi? Parce que la production en elle-même n'est pas déjà très, très importante. Ça, il faut le dire. Parce que lorsqu'on interdit, par exemple, l'exportation, je crois que ça concerne, par exemple, les produits comme le riz. Il y a le riz qu'on produit au Cameroun, qui est beaucoup consommé dans d'autres pays. Il y a également certains produits vivriers comme la tomate et puis un certain nombre d'autres produits. Et je crois peut-être un peu de maïs aussi. Mais je dis, les mesures ne seront pas très visibles. Les effets de cette mesure ne seront pas très visibles parce que la production en elle-même n'est déjà pas très importante. Elle ne peut pas, même si elle était cantonnée, n'est-ce pas, confinée dans les frontières internes du Cameroun, cette production ne peut pas suffire à satisfaire les besoins, n'est-ce pas, la demande locale. Elle peut, à une certaine proportion, aider je vais dire, à améliorer l'offre locale, je vais dire la demande locale, mais elle ne peut pas suffire, n'est-ce pas, à satisfaire de manière importante, n'est-ce pas, la demande locale. Vous savez par exemple que cette mesure marche, je crois que c'est parce qu'on essaie un peu de faire comme d'autres le font. Vous savez que dès qu'il y a une moindre crise en Chine, par exemple, on limite les exportations. Par exemple, le blé, les gens ne savent pas que la Chine, c'est le premier producteur de blé. Mais sauf qu'il est moins exportateur de blé que les autres. Pourquoi? Parce que lui, il a 1,5 milliard de personnes à nourrir. Donc lui, il ne peut pas se permettre d'exporter le blé à l'extérieur alors que les Chinois meurent de faim. C'est une incongruité. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, ils essayent de limiter les exportations et ils demandent de satisfaire prioritairement. C'est ce qu'on appelle la souveraineté, n'est-ce pas, la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, à partir de votre production, satisfaire d'abord la demande locale. C'est normal, mais le problème n'est pas de limiter, n'est-ce pas, les exportations, mais le problème, c'est d'accroître la production locale. C'est là où il y a le problème. Parce que si vous dites que, je vais dire,
si on prend par exemple le riz, quels sont les moyens de production, n'est-ce pas, du riz au Cameroun? Est-ce que nous avons, par exemple, des moyens, des chaînes de valeur qui puissent nous permettre de produire à grande quantité? Si vous prenez, par exemple, le riz qui est produit à Ndop, est-ce que ces gens ont, n'est-ce pas, des moyens mécaniques de produire de grands volumes de riz, de manière en sorte que le Cameroun puisse dire, écoutez, je vais, même s'il y a des problèmes du riz, pour pouvoir importer du riz, non, je vais me concentrer sur le riz qui est produit. C'est pour cela que le peu qui est là est disponible sur les marchés, mais à un prix très élevé. À un prix très élevé. Et il faut comprendre que là encore, il y a un autre problème. Et ça, c'est pour ça que peut-être on va toujours tourner et revenir sur le problème monétaire. Mais il faut également savoir que les moyens de production locaux sont très coûteux, sont trop onéreux. C'est-à-dire que pour produire au Cameroun, ça coûte très cher. Et pourquoi? Et là, je vais toujours, c'est pour ça que je disais, je vais revenir sur le problème monétaire. C'est à cause de la nature de notre monnaie. Vous savez qu'en réalité, nous utilisons l'euro bis. Notre CFA, c'est l'euro bis parce que c'est à taux fixe, c'est à parité fixe avec, n'est-ce pas, l'euro. Donc nous utilisons l'euro bis. Ce qui fait qu'en termes de compétitivité, nous ne sommes pas compétitifs dans la production parce que notre monnaie est très forte. Et quand vous avez une monnaie très forte, elle se décline, elle a deux déclinaisons. La première déclinaison, c'est qu'elle apparaît comme une subvention à vos importations. C'est-à-dire vous avez l'impression qu'en achetant à l'extérieur, ça vous coûte moins cher. Et elle devient comme une taxe à vos exportations. En exportant, ça vous coûte très cher également. Vous importez très moins cher, mais vous exportez très cher. Et donc, vous n'êtes pas compétitif sur le plan des exportations. Donc, c'est pour ça que la tendance chez nous, c'est de beaucoup importer. On a l'impression que chaque fois qu'on importe, ça nous coûte très moins cher. Ce qui n'est pas faux. Mais sauf que ça tue la production locale et ça nous rend vulnérables. C'est ça le problème. Et donc, même ceux qui produisent localement, ils sont obligés. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que produit localement, ça coûte plus cher que ce qui est venu de l'extérieur? Justement parce que les moyens de production à l'extérieur, parce que c'est des moyens assez standardisés de production, de la production de masse, et donc ça revient très moins cher. Alors qu'ici, les moyens sont médiévaux, les moyens sont des moyens un peu... c'est pour cela que les produits made in Cameroun sont inaccessibles. Oui, c'est inaccessible, c'est inaccessible. Ce n'est même pas d'égale qualité que ce qui vient de l'extérieur. Et même quand ce serait d'égale qualité, par exemple, ça va vous coûter deux fois le prix de ce qui est venu de l'extérieur. Et c'est pour ça que même si vous confinez la production locale, le prix sera toujours trop élevé parce que du fait de la structuration monétaire qui nous donne une parité fixe avec l'euro, les moyens de production sont trop élevés. C'est ça le problème. D'accord. On va rapidement aller faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire où s'est tenu cette semaine l'Africa CEO Forum. Vous en avez entendu parler, je crois. Très bien. On va donc faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire où l'Africa CEO Forum s'est ouvert le 13 juin et s'est refermé le 14 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après de nombreuses crises, tant à l'échelle mondiale que régionale, pour la première fois depuis 2019, le plus grand rassemblement du secteur privé africain s'est tenu en présentiel, avec pour objectif de tabler sur les difficultés du continent à vivre de son économie et de ses ressources. On en parlait encore il y a quelques instants. On a donc compté de nombreux participants, parmi lesquels les chefs d'État et de gouvernement et les dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales. Larissa Libam revient ici dans le reportage qui va suivre sur les enjeux de ce grand rendez-vous économique. Aider les économies africaines à dépasser les chocs mondiaux. Acquérir une souveraineté alors que la crise du Covid-19 qui a profondément bouleversé les économies et les chaînes d'approvisionnement mondiales et les conséquences de la guerre en Ukraine ont montré la trop grande dépendance du continent vis-à-vis du reste du monde, y compris pour ses besoins les plus vitaux. Il est davantage question au regard de tout ceci de créer un impact sur le marché commun africain, développer des stratégies qui pourraient contribuer à l'autosuffisance alimentaire du continent ou alors africaniser le financement des grands projets d'infrastructure. Voilà autant de points sur lesquels la communauté Africa CEO Forum devra tabler tout au long de ces 2 jours. Cette édition 2022 qui marque d'ailleurs les 10 ans de ce rendez-vous, l'un des plus importants du secteur privé africain, est également l'occasion pour les leaders politiques et économiques de discuter de la transition énergétique et des opportunités historiques que ce défi mondial
offre au continent riche en matières premières indispensables à la production d'énergie propre. Plus de 1500 participants, parmi lesquels les dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales, mais aussi des chefs d'État et de gouvernement, sont venus défendre la cause du continent africain. Merci Larissa Libom. Les gouvernements africains, plus précisément les économies africaines, qui se sont donc retrouvés du côté d'Abidjan, toujours pour pouvoir relancer la croissance africaine, même si après ce forum-là, on ne voit pas toujours trop clair, on se demande. Et le plus gros problème qui a d'ailleurs été cité à ce forum-là, c'est le manque de financement des pays africains. Certains pays n'ont pas les moyens de développer leur économie eux-mêmes. Je crois que c'est des forats ça se succède. Mais finalement, on n'en tire pas grand-chose. Oui, on n'en tire pas grand-chose. J'ai entendu dans votre reportage dire quelque chose. Il faut que les Africains sortent de la distraction. Il faut qu'ils se concentrent sur des choses assez... Quand j'entends parler de la transition écologique, il faut qu'on sorte de ces... On en parle depuis longtemps. Non, il faut qu'on sorte de là. Transition écologique, transition machin. Il faut qu'on sorte de là. Vous savez, je l'ai toujours dit, il faudrait qu'en Afrique, qu'on arrête l'importation tout azimut, y compris des importations idéologiques, des importations de concepts, sans que nous-mêmes nous ne sachions ce qu'on va mettre dedans. Qu'on ne comprenne réellement de quoi il est question. Vous avez, dans tous ces pays africains, un problème de déficit énergétique criard. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à satisfaire, je vais dire, le seuil basique, n'est-ce pas, en matière énergétique, c'est-à-dire l'énergie domestique. Si je prends dans tous ces pays-là, vous aurez difficilement un pays qui met à la disposition de l'ensemble de ses citoyens de l'énergie de manière constante et permanente. D'ailleurs, le président Macky Sall, pour ne pas vous couper, a souligné lors de ce forum que 600 millions d'Africains sont dans le noir. Dans le noir. 600 millions sur 1,5 milliard, c'est-à-dire on est près de la moitié des Africains qui sont dans le noir. Avec tout le potentiel que le Cameroun, que l'Afrique a finalement. Parce que l'Afrique, c'est beaucoup de cours d'eau. Si vous prenez par exemple l'Ubangi, si vous construisez un barrage sur l'Ubangi, ça peut satisfaire, je vais dire, presque toute l'Afrique centrale. Déjà que, je me souviens une année, c'est les Américains avec General Electric qui se proposaient de construire un barrage sur le fleuve Congo et qui devait donner, j'oublie la capacité, mais ça devait être une capacité à satisfaire totalement les besoins énergétiques du Congo, de la Centrafrique, du Cameroun et d'autres pays. C'est-à-dire qu'il devait produire de l'électricité à revendre. Ce projet-là, il est passé comme ça par des fouches codines, ça n'a jamais marché. Au Cameroun également, si vous prenez la capacité en énergie, le potentiel hydroélectrique du Cameroun, c'est près de 25 000 mégawatts. Au Cameroun, on est à 1500. On n'a même pas encore atteint 1500 mégawatts. Comprenez un peu, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir développer l'énergie? Parce que là, vous avez bien vu que j'ai commencé par l'énergie. Parce que vous pouvez faire forum de ceci, forum de cela. Mais le problème, il est simple. Il faut que l'Afrique s'industrialise. Ce n'est au travers de l'industrie que vous allez pouvoir transformer, n'est-ce pas, vos produits et réduire l'indépendance, n'est-ce pas, vis-à-vis des autres. C'est par là qu'il faut commencer. Vous ne pouvez pas parler de l'industrie si vous n'avez pas, n'est-ce pas, résorbé l'épineux problème de l'énergie. Il faut commencer par là. Et tant que nous n'aurons pas atteint ce niveau-là, évidemment, nous avons des besoins, nous allons nous adresser à ceux qui produisent. Et ceux-là, c'est parce que quand ils parlent de transition, c'est parce qu'ils ont déjà atteint le pic en termes, n'est-ce pas, d'énergie fossile. Ils ont atteint le pic. La France n'a pas de problème, n'est-ce pas, d'énergie. La France parle de transition parce qu'en matière, n'est-ce pas, d'énergie, que ce soit produit à partir du gaz, à partir du nucléaire, et à partir ils ont déjà réussi à maîtriser cette énergie qui leur donne, outre l'énergie domestique, mais l'énergie industrielle, c'est-à-dire toutes leurs industries tournent à fond. Vous comprenez un peu. Mais nous, ici,
on n'a même pas encore réussi à donner, à permettre à aux citoyens d'allumer une lampe, de faire tourner un ventilateur, de faire tourner, on parle de transition, et il faut qu'on sorte de la distraction. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les Africains puissent, n'est-ce pas, se réunir pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour, n'est-ce pas, résoudre le problème énergétique. Je voudrais que les chefs d'État s'asseyent pour dire, par exemple, que est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur un partenaire pour mettre des centrales, par exemple, je vais dire, pour produire de l'énergie, de l'électricité à partir, par exemple, du nucléaire. Pourquoi pas? Nous produisons... Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Des capitaux. Et j'ai envie de vous lire cet extrait du président du Niger, Mohamed Bazoum. Il dit « Nous allons continuer à nous battre. Nous avons des ressources fossiles qui doivent être exploitées. Nous serions même prêts à passer outre ces engagements, sauf que malheureusement, et c'est la partie qui nous intéresse, nous ne disposons pas de capitaux pour faire en sorte que le Niger puisse utiliser son charbon pour produire de l'électricité et envisager son industrialisation. Nous avons du charbon, mais avec ces mesures qui sont prises, il n'y a aucune banque qui est prête à s'engager. Nous sommes punis. » Voilà des extraits d'un président, le président du Niger, Mohamed Bazoum. Le manque de capitaux est criard, il est prioritaire. Il faut mettre à disposition des capitaux. Où est-ce qu'on prend ces capitaux, Edmond Claté? Je suis d'autant plus ahuri que votre citation vient du président qui, à lui seul, alimente, n'est-ce pas, presque toute l'Europe en électricité, à partir de son uranium. Donc, je vais dire très sincèrement, Marie-Yvonne, je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de manière analogique. Je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui vend du maïs et qui va acheter du couscous. C'est exactement comme quelqu'un qui a du maïs, qui est assis sur des tonnes de maïs, mais qui pleure de faim et qui dit « Je n'ai pas les moyens de faire du couscous. Je ne peux même pas égrener, obtenir de la semoule pour pouvoir faire... » Non, ça n'a pas de sens. Je me rappelle qu'une année, un président de ce même Niger, Mamadou Tandja, quand il avait constaté, n'est-ce pas, que son uranium était pris à très bas coût par Areva, à l'époque dirigé par, comment on l'appelait encore, c'était Areva, je crois, les noms m'échappent. Alors, il avait constaté qu'on prenait son uranium à 70 $ la tonne. Et il était allé passer un deal avec, n'est-ce pas, les Chinois qui voulaient prendre à 220 $ prix du marché la tonne. Et je me souviens à l'époque, c'est le président français Nicolas Sarkozy qui est venu, n'est-ce pas, lui dire non, le dissuader que non, finalement, on ne peut pas. Lui disait non, il faut payer le juste prix parce qu'à partir de cet argent, je vais faire des réserves de capitaux qui vont me permettre d'investir également, n'est-ce pas, pour obtenir dans d'autres choses, notamment dans l'industrie énergétique, parce qu'il se plaignait, il disait mon uranium permet à la France et à d'autres pays, n'est-ce pas, d'avoir de l'éclairage, mais moi, je n'arrive pas à donner de l'énergie, de l'électricité aux Nigériens. Et je crois 6 mois après ou 3 mois après, on lui a fait un coup d'État. C'est pour dire quoi? M. Bazoum doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce que son uranium ravitaille toute l'Europe et que lui n'a pas de capitaux. Est-ce qu'il ne comprend pas qu'il a un coup à jouer? Lui, pourquoi il ne comprend pas qu'il a un coup à jouer? Et qu'en fait, c'est lui le maître du jeu. Si aujourd'hui seulement il dit, bon, écoutez, pour qu'on exploite mon uranium, désormais, je ne veux même plus seulement demander qu'on me paye à 220 $ la tonne, mais je suis prêt à donner de l'uranium pour 3 ans, pour 5 ans, à celui qui est d'accord de venir, par exemple, m'installer l'équivalent, je ne sais pas, d'une centrale qui va me produire de l'énergie ici. Sinon, je suis prêt à donner de l'uranium pour 5 ans. Et on calcule ça et que ça permette, n'est-ce pas, pourvu que le prix permette qu'on m'installe une unité de production d'électricité ici. Et ça équivaut à cette maxime, ne me donnez pas du poisson, mais apprenez-moi à pêcher. Tout à fait, tout à fait. Mais il est parmi ceux qui, à l'époque, monsieur Issoufou et lui, ils sont parmi ceux qui ont combattu Mamadou Tandja à l'époque.
Parce que M. Issoufou, lui, il est devenu président après et il travaillait justement avec Areva à l'époque. Donc, c'est pour dire qu'il faut que les Africains arrêtent de pleurnicher. Personne n'a commencé avec les capitaux. Quel est le pays qui a commencé, qui allait cueillir les capitaux quelque part? Il ne faut pas qu'on nous fasse croire qu'un pays est allé cueillir les capitaux. Le problème du difficile accès aux capitaux, c'est quoi? C'est qu'il faut très bien comprendre que, comme en termes de capitaux, nous nous tournons toujours vers l'extérieur, mais nous nous tournons vers l'extérieur dans une posture de mendiant. On ne se tourne pas vers l'extérieur après avoir, n'est-ce pas, construit quelque chose, une offre que nous déposons sur la table aux autres en disant à prendre ou à laisser. Nous allons toujours mendier. Et c'est pour ça que ceux-là, ceux vers qui nous nous tournons, ils n'ont pas intérêt à ce que nous nous industrialisions. Pourquoi? Parce que ceux-là vers qui nous nous tournons, malheureusement, ont divisé de manière géostratégique le monde en deux segments. Et ils ont classé l'Afrique dans un segment. L'Afrique, pour eux, c'est un pourvoyeur de matières premières et un marché où ils écoulent le superflu de leurs produits industriels. C'est comme ça. Ils nous ont confinés là-dedans. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça change. Dites-moi, Marie-Yvonne, si aujourd'hui en Afrique, nous produisons, nous avons de l'électricité, nous avons de l'énergie et que nous avons des industries à produire tout ce que nous importons. Qu'est-ce que nous irons chercher ailleurs? Vous croyez que ça va faire le bonheur de la France, des États-Unis, de la Chine et des autres? Ça ne va pas faire leur bonheur. Donc, en allant chez les autres pour quémander les capitaux, c'est un peu comme si vous alliez dire à quelqu'un « Donne-moi ton arme et je vais te tuer avec ». Il ne va pas te donner. Je l'ai toujours dit, il faut arrêter de croire. Et c'est cette posture de leader que je n'aime pas. Parce que là, c'est un président, c'est un chef d'État africain qui parle. Et dans cette posture, vous voyez qu'il ne s'affirme pas. Et donc, il n'affirme pas les Africains. Vous comprenez un peu? Et je l'ai toujours dit, c'est parce que ceux-là veulent nous donner l'impression que le terrain géostratégique, c'est un terrain finalement où se conjugue la philanthropie, où se conjugue, n'est-ce pas, l'amour, où se conjugue la fraternité. C'est faux. Le terrain géostratégique, c'est une jungle où il y a deux catégories finalement, n'est-ce pas, d'espèces. Il y a les proies et il y a les prédateurs. Et ceux des pays de l'Ouest nous ont confinés, n'est-ce pas, dans la catégorie de proie. Ils doivent nous consommer, ils doivent nous prendre pour vivre. Parce que leur survie, c'est une question de survie. Et leur survie dépend de notre misère, de notre malheur, de notre extinction, même si vous voulez. Et donc, il faudrait qu'on change de paradigme si jamais nous voulons nous affirmer nous-mêmes. Je vais dire, et apprenons à faire comme les autres l'ont fait. La Chine, qui était au même niveau que nous dans les années 80, et même un peu pire que nous, parce que je dois quand même dire que dans les années 80, le Cameroun a fait des dons de nourriture à la Chine. Ça, il faut le savoir. Et Singapour était au même niveau que nous. La Corée du Sud était pire que nous. Ça, il faut le dire. Il faut le dire aux gens, beaucoup de pays asiatiques vers qui nous courons aujourd'hui pour quémander ceci, quémander cela, ils étaient au même niveau que nous. Mais sauf qu'ils ont compris ce que je disais. Ils ont compris que ça ne sert à rien d'aller mendier sur la place internationale. Il faut d'abord se fermer sur soi-même, construire quelque chose avant de t'ouvrir aux autres, parce que finalement, dans le concert des nations, c'est un carrefour du donner et du recevoir. Donc, si tu viens, il faut avoir quelque chose à donner, il faut avoir quelque chose à déposer sur la table. Ne viens pas en mendiant, dans une posture de mendiant, et c'est ça le problème des Africains. Nous allons toujours taper les mains. Moi, j'ai été pas très content lorsque j'ai vu le président de l'Union africaine, Macky Sall, lorsqu'il s'est rendu en Russie devant Poutine pour taper les mains. Non, ça nous affaiblit, ça nous rend davantage vulnérables, tout simplement pour quémander, pour lui demander de laisser passer quelques grains de céréales. Alors que Vladimir Poutine lui-même, en 2014, lorsqu'il a envahi la Crimée, était dans la même posture lorsque finalement les Européens ont décidé avec les premières mesures de sanctions qui plus de fruits, plus de légumes pour la Russie, parce que finalement en 2014,
La Russie dépendait fortement de l'Union européenne en matière de fruits parce que beaucoup de fruits et légumes venaient de l'Espagne, de la France. Vous comprenez un peu, c'est presque 17%, c'était presque 20% n'est-ce pas, d'importation en nourriture. Mais à partir de 2014, quand on a interdit, n'est-ce pas, que les fruits et légumes de l'Espagne, de la France entrent en Russie, il a compris que non, ça ne sert à rien de dépendre des autres. Il a compris que sur le terrain géostratégique, c'est une question, n'est-ce pas, de s'armer soi-même, de s'outiller soi-même, de compter d'abord sur soi-même. Il ne faut pas dépendre des gens. Et c'est pour ça qu'entre 2014 et 2022, il a travaillé de manière à pouvoir structurer son économie et couper toutes les chaînes de dépendance de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, n'est-ce pas, sur le classement des grandes puissances mondiales. Est-ce que les puissances mondiales sont toujours du côté où on nous montre? Parce que la Russie a à elle seule, réussit finalement à mettre toute l'économie mondiale en branle parce que la poussée inflationniste dont on parle finalement, ce n'est pas que l'apanage des seuls pays africains. Bien sûr. Vous savez que l'inflation aujourd'hui, je vais dire en Occident, aussi entre 5 et 10%. Donc, simplement à cause de la Russie. Et donc, vous comprenez qui est vraiment le plus puissant au monde. À cause de cette petite crise-là, même les pays occidentaux sont à genoux. Et vous voyez qu'avec la nouvelle mesure que la Russie a prise à travers Gazprom de réduire de 40%, n'est-ce pas, l'offre de gaz, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, je vais dire, le gazoduc en Allemagne, vous voyez que ça fait grincer les dents. Personne ne sait ce qui va advenir, n'est-ce pas, dans le mois prochain. Et donc, l'Afrique qui est, n'est-ce pas, dans cette, je vais dire, dans cette logique, dans cette dynamique de forte dépendance, peut se retrouver encore plus mal que nous ne le sommes déjà aujourd'hui. Très bien, d'où l'urgence, d'ailleurs on le disait d'entrée de jeu de cette émission, l'urgence de transformer le modèle économique africain pour être moins dépendant des importations. On le disait, mais entre-temps, il faut gérer des problèmes factuels, c'est-à-dire la vie chère en Afrique. Et on en parlait encore dernièrement au Cameroun. Le gouvernement s'attelle, depuis quelque temps, il est question de rehausser le SMIC, le salaire minimum des fonctionnaires, qui est à 36 000 francs CFA pour le moment. Il y a donc des assises qui sont faites avec le gouvernement et les différents secteurs d'activité pour revoir à la hausse, pourquoi pas, le SMIC au Cameroun pour gérer quelque peu les problèmes de vie chère. Parce que figurez-vous aujourd'hui, les Camerounais sont incapables de s'alimenter parce que leur revenu est très bas et les produits alimentaires sur les marchés sont très élevés. Je vous invite à regarder ce reportage depuis Yaoundé de Rustam Obama. On y voit déjà un peu plus clair sur la situation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG. Les syndicats de travailleurs, les transporteurs, ceux du secteur de l'industrie et le patronat sont unanimes à ce sujet. Vu le coût de la vie de plus en plus élevé au Cameroun, le salaire minimum du travailleur doit augmenter. Mais le SMIC va augmenter, mais de combien? Je crois que c'est là la question. La question est bien posée. Dans cette phase, il est encore impossible de parler du montant. Les acteurs du secteur du travail réunis autour du ministre du Travail et de la Sécurité sociale font néanmoins des propositions. 40 000 ou même 100 000 selon le Cameroon Workers Forum, un regroupement de 8 confédérations qui s'est basé sur une étude produite par l'Institut national de la statistique. Un homme pauvre du Cameroun par jour a besoin de 931 francs pour vivre. Une famille moyenne au Cameroun a 4,5 personnes, donc 4 personnes et demie. Et si on prend 25 jours fois 4,5 et 931 francs, ça donne 104 000 francs. Partant de cela, nous avons estimé qu'un SMIC à 100 000 francs en moyenne est le meilleur. Les propositions à l'issue de cette réunion seront déposées à la Commission consultative du travail qui se chargera d'adopter le montant définitif. Entre-temps, le Cameroun reste en dernière position en Afrique centrale avec un salaire minimum interprofessionnel garanti de 36 000 francs CFA. Merci beaucoup, Rustam Obama. On a suivi cette proposition très optimiste de ce Camerounais qui propose une augmentation du SMIC à 100 000 francs au Cameroun. Est-ce possible seulement, Edmond Kouyaté?
En l'état actuel des choses, je crains que non. Je crains que ce ne soit pas possible, même si c'est ce que je souhaite moi aussi. Je souhaite quand même que, avec la poussée inflationniste à laquelle nous assistons et qui rend la vie de plus en plus impossible, je souhaite véritablement que le SMIC soit revalorisé, et même de manière très importante. Parce qu'il faut le dire... c'est-à-dire bien plus au-delà que de 100 000 francs. Oui, j'aurais bien plus au-delà même. J'aurais souhaité, mais je dis, ça reste un vœu pieux, parce que ce ne sera pas possible. Du moins, en l'état actuel des choses, ça ne sera pas possible. Malheureusement, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai dit que les conjonctures qui se succèdent, et rien ne dit que ce sera la dernière, hein, et ce ne sera même pas la dernière. Je veux dire, la guerre russo-ukrainienne ne sera pas la dernière conjoncture. Il faut savoir que le monde est en proie à des bouleversements géostratégiques, il y a des basculements géostratégiques du fait, n'est-ce pas, justement, de cette confrontation, je veux dire, cette nouvelle formule de guerre froide, n'est-ce pas, cette bataille que se livrent les grandes puissances. Il faut savoir qu'il y aura toujours, finalement, des conjonctures qui vont naître ça et là. Et donc, je disais que ces conjonctures viennent un peu relever la faiblesse de notre structure macroéconomique et le manque, n'est-ce pas, finalement, de travail, les déficits que nous avons, l'incohérence dans les politiques publiques et tout cela, parce que le problème du SMIC, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, finalement. C'est un problème qui date depuis les années 94. Ça s'est accentué en 94 avec la première dévaluation du franc CFA. Pourquoi? Parce qu'avec la première dévaluation du franc CFA, c'était en janvier 94, je crois, il faut savoir que le FMI nous a fait un certain nombre de recommandations, nous a posé un certain nombre d'exigences. Cette exigence était, n'est-ce pas, la réduction, la compression, n'est-ce pas, je vais dire, du personnel. L'État a dû se délester d'une bonne partie du personnel. Les coupes, n'est-ce pas, de salaire. On a diminué les salaires de près de 3 fois au moins. On a coupé les salaires, ce qui fait que les gens sont partis de près de 700 000 de salaires pour se retrouver à 200 000 de salaires. Et puis également, on nous a obligés à nous délester, à nous séparer du petit outil de production que nous avons en vendant tout, en fait, au prix symbolique. C'était en arrachant presque, je vais dire, tout ce que nous avions comme entreprise, n'est-ce pas, d'État. Alors, ce qui fait qu'à partir de ce moment, l'État a perdu son autorité, finalement, sur le contrôle de l'indice salarial. Du fait, ça a créé un chômage massif parce qu'il y a eu une déflation générale dans les entreprises publiques et dans les entreprises privées. Parce que même les entreprises privées n'arrivaient plus, n'est-ce pas, à soutenir finalement à partir de leur production les charges opérationnelles parmi lesquelles, je vais dire, la masse salariale. Ils n'arrivaient plus à tenir. Et donc, il y avait un chômage, ça a entraîné, n'est-ce pas, un chômage massif. Et du fait de ce chômage massif, l'État a un peu perdu l'autorité sur le contrôle, n'est-ce pas, de l'indice salarial. Et on a livré maintenant le travailleur à la merci de l'employeur. C'est-à-dire l'État s'est dit, bon, si tu peux lui donner ce que tu peux pourvu que tu l'emploies. Voilà d'où le problème est parti. Okay. Parce qu'en principe, le Code du travail devrait... le Code du travail, il est dynamique. Le Code du travail devrait avoir un contrôle, c'est un moniteur, n'est-ce pas, qui fixe justement le problème, la rigueur dans, n'est-ce pas, la fixation des salaires, dans l'indexation salariale. La grille salariale devrait être décidée par l'État, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous avançons, et puis au fur et à mesure que le coût de la vie s'élève, l'État revalorise également, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat en revoyant, par exemple, n'est-ce pas, la masse salariale, en revoyant l'index salarial. Et donc, à partir du moment où l'État lui-même n'arrivait plus à donner de l'emploi, lui-même n'arrivait plus à donner un salaire décent, il ne pouvait donc imposer à personne de donner un salaire décent. Et ce qui fait que, comme je l'ai dit, il a donc livré tous les employés à la merci, finalement, des employeurs qui faisaient du chantage parce que
quand tu faisais une demande d'emploi, quand ils te proposent 36 000, si toi tu ne refuses pas, il y a 50 personnes qui se bousculent derrière pour accepter. Et donc ça fait que les employeurs, en commençant par l'État, ont profité, n'est-ce pas, de cette situation de faille pour finalement, je vais dire, créer une certaine paupérisation, une certaine, je vais dire, un culte de la misère, le misérabilisme, tout simplement. Ils ont créé cela, ils ont surfé dessus pendant longtemps. Seulement, et c'est là où je parle, n'est-ce pas, de l'incohérence de nos politiques publiques, en 2006, lorsque nous sortons finalement de cette grosse spirale en atteignant justement le point d'achèvement, et avec ce que cela entraînait, n'est-ce pas, la diminution de notre dette, l'État aurait dû, en ce moment-là, entreprendre un certain nombre de réformes structurelles, parmi lesquelles, n'est-ce pas, la revalorisation de la masse salariale, n'est-ce pas, la revalorisation de la productivité de travail et un certain nombre d'autres réformes. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. On a loupé le coach en ce moment. On a continué de laisser, n'est-ce pas, l'employé à la merci de l'employeur. Et ce qui fait qu'on est resté, n'est-ce pas, dans ce chemin-là jusqu'aujourd'hui où on assiste finalement à une poussée inflationniste très, très élevée et, n'est-ce pas, des revenus assez maigres qui ne permettent pas justement aux citoyens d'être, n'est-ce pas, de rattraper le train du cours de la vie. Merci beaucoup, Edmond Kouyaté. On n'aura pas le temps de nous étaler sur ce sujet comme on l'aurait souhaité. Mais tout de même, on retient beaucoup de belles choses que vous nous avez dites aujourd'hui pour relancer effectivement la croissance africaine. Et on espère qu'un jour, pourquoi pas, ces stratégies que vous nous avez données seront mises en place. Je l'espère très bien. Je demande à tous les Africains de réfléchir, n'est-ce pas, sur... ils ont 60%, l'Afrique à elle seule, c'est 60% des matières premières dans le monde. 60%. On ne peut pas avoir 60% des matières premières dans le monde et puis être à la merci, n'est-ce pas, des autres. C'est nous qui devons faire du chantage aux autres. Vous avez vu que le chantage de la Russie, ça marche. Parce que la Russie, c'est le seul pays qui finalement concentre à lui seul beaucoup de matières premières qui font tourner les industries dans le monde. Et donc, il peut bien faire le chantage. C'est pour ça que vous voyez que malgré, nonobstant je vais dire, toutes les sanctions qui lui ont été imposées, finalement, il y a comme un boomerang, comme un effet boomerang sur ceux qui ont imposé ces sanctions. Pourquoi? Parce que s'il appuie sur le bouton pour dire, par exemple, moi, je ne livre plus le Titan, s'il ne livre plus le Titan, Airbus va fermer. Parce qu'on ne peut pas produire des avions sans Airbus, sans Titan. Et donc, le chrome, le fer et toutes ces matières premières-là, ça se concentre en Russie. Donc, la Russie peut faire tourner ses industries et fermer les industries des autres. Et l'Afrique également peut faire pareil. Nous pouvons, à partir d'aujourd'hui, dire aux gens, si par exemple le Congo, je parle de la RDC. Très rapidement. Très rapidement. Si la RDC dit aujourd'hui que je n'envoie plus de coltan, l'industrie informatique et électronique dans le monde, ça ferme. Mais pourquoi est-ce que le Congo ne peut pas surfer sur ce potentiel-là pour pouvoir imposer une certaine dot? Pourquoi? Parce que c'est très facile de donner un peu de coltan, avoir quelques billets de banque, voilà. Et puis voilà. Donc c'est facile. C'est nous qui devons changer de paradigme en Afrique, ce n'est pas le contraire. Merci beaucoup, en tout cas, Edmond Kouyaté, d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Merci à toute l'équipe technique derrière qui s'attelle pour qu'on puisse vous servir au quotidien. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été encore fidèles à cette autre édition du Grand 7. Je vous donne rendez-vous dimanche, très certainement, pour une toute nouvelle édition. En attendant, nos programmes se poursuivent sur Dash TV News. À bientôt.